Donc c'est un protocole de Robert Dilts. Je vous enverrai, j'ai scanné des documents, un livre une grosse partie du bouquin qui s'appelle Changer les croyances avec la PNL de Robert Dilts. Et il y a toute une partie sur la empreinte qui est hyper intéressante, qui doit faire, je pense, entre 15 et 20 pages. Je les ai scannés, je vous les enverrai parce qu'il y a une démo où il explique vraiment ce qui se passe pour la personne qui l'accompagne. Et c'est hyper pointu et hyper intéressant à lire. Donc je vous enverrai cet extrait. Après, si le bouquin, c'est super. Mais voilà, il y a vraiment le protocole de la empreinte expliqué avec une démo. Voilà, donc je vous enverrai ça en complément du cours. C'est pas mal pour pouvoir se remettre aussi, se remettre dedans. D'autant plus quand vous avez vu la technique, que vous l'avez expérimenté en cours, le relire avec un regard qui est issu d'une expérience perso. Je trouve que ça ouvre encore plus les portes que de le lire avant, parce que quand on lit avant, comme on n'a pas vécu le protocole, ça rentre un peu dans la tête puis ça ressort vite. Mais quand on a vécu l'expérience, on se dit « Ah, c'est génial de revenir sur la théorie une fois qu'on a vécu les expériences ». Et c'est pour ça d'ailleurs souvent, quand les gens me disent quel livre PNL faudrait que je lise avant d'aller en formation, je dis franchement avant d'aller en formation, n'en lisez pas, ça sert pas à grand chose, je trouve que c'est même fastidieux à lire un ouvrage de PNL. Par contre, quand on s'est formé, revenir sur des ouvrages de PNL, ça apporte encore plus de chunk-up, encore plus de subtilité. Donc la réempreinte, d'où ça vient? En fait, ça vient ils avaient fait une expérience avec des cantons, quelqu'un qui s'appelle Lorenzo, oh là là, je ne me rappelle plus le nom, bref, c'est marqué dans le bouquin, Lorenzo Conrad, un truc comme ça. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que quand les cantons ils arrivaient au monde et qu'ils sortaient de l'œuf, ils imprimaient la première figure vivante qu'ils voyaient autour d'eux, ils imprimaient ça comme étant la mer, puisque les cantons, quand ça arrive au monde, il y a la canne qui est là, et puis les cantons disent « Ah !» Donc on imprime, c'est ça la mer, et du coup ils suivent la mer. Et ils se sont dit, mais en fait ça va être curieux, si c'est la première chose qu'ils voient, amusons-nous. Donc il avait des bottes, Conrad, et puis Lorenzo, et puis ils se mettent dans les cantons, puis quand les cantons arrivaient, ils voyaient les bottes, et donc chaque fois qu'ils débarquaient avec les bottes, plus tard, les cantons, à chaque fois, ils lui courent après parce qu'ils avaient identifié les bottes comme étant leur maman. Et après, c'est pas sympa, ils ont fait des expériences où ils ont mis par exemple des objets ronds, et chaque fois qu'il y avait un ballon, du coup les cantons croyaient que le ballon c'était leur mère, et plus tard quand ils essayaient de se reproduire, chaque fois qu'ils voyaient une forme ronde, ils essayaient de se reproduire sur un objet qui était en forme ronde, voilà. Donc ce qui montre que, effectivement, quand on est petit, on va imprimer comme étant la représentation de la mère ou du père avec nos parents. Donc les figures d'autorité, les premières figures d'attachement, ça va faire une empreinte sur ces figures-là, sur vraiment ces figures d'attachement. Et ces figures d'attachement, quand on est enfant, c'est vraiment sont nos modèles. C'est-à-dire que quand on est enfant, c'est pas comme quand on est ado où on remet en question un petit peu les parents à dire n'importe quoi ma mère ou n'importe quoi mon père. Et on a souvent, d'ailleurs, quand on est ado, c'est bien qu'on le fasse parce que du coup, on se redessine, on se redéfinit en différence de nos parents quand on est adolescent, la fameuse crise d'ado qui veut absolument rien faire comme les parents. En fait, ils cherchent justement à se différencier. Mais quand on n'est pas ado, quand on est vraiment petit, nos parents, c'est un peu comme nos dieux, quoi. C'est-à-dire que les gens, on les aime, mais vraiment d'un amour hyper inconditionnel. On les croit et tout ce que nos parents vont nous dire ou faire, on va vraiment le prendre, mais complètement pour argent comptant. Ça va être vraiment complètement intégré. Et en fait, l'enfant, donc non seulement va complètement intégrer son parent, va intégrer du coup, en intégrant son parent, tout le système de croyances, les comportements, les stratégies du parent. Et nos parents, tous les parents au monde ne sont pas parfaits, ça le saurait. Et donc, effectivement, quand plus tard, on va revenir sur des choses quand on travaille sur nous et qu'on se dit, ah, il y a des choses que je voudrais changer, il y a forcément des choses qui sont à changer aussi de ce que nos parents ont pu nous dire. Alors moi, j'entends beaucoup des fois dans les gens que j'ai accompagnés et parfois même en formation, des personnes parfois qui ont certaines résistances à faire ce travail parce que comme ils ont une très belle relation avec leurs parents, quand ils font ce travail, des fois,
j'entends des petites phrases du genre « j'ai du mal à trouver quoi faire parce que j'ai rien à leur reprocher à mes parents ». Et donc, il ne s'agit pas de se dire qu'on va leur reprocher des choses, il s'agit juste de se dire que parfois, même s'il y a eu un super modèle éducatif, il y a eu parfois certaines croyances, les parents ne sont pas parfaits, il y a forcément eu certaines choses qui sont à retravailler, à modifier, ce qui ne veut pas dire que du coup, on est en train de vouloir rejeter le parent. D'autant plus que vous allez le voir dans la réempreinte, bien au contraire, ça va être vraiment un protocole qui va permettre d'aller visiter bien sûr le modèle parental qui n'était pas au top, qui a été transmis à un moment donné, mais surtout ça va permettre d'aller en seconde position avec le parent, d'aller en empathie avec lui, avec du méta, c'est-à-dire vraiment du recul, et de se dire mais mon parent il a fait du mieux qu'il pouvait, compte tenu des ressources qu'il avait à ce moment-là. Toujours pareil, c'est toujours le même présupposé de la PNL. Une personne fait les meilleurs choix parmi ceux qui lui sont possibles, et c'est un protocole qui va vraiment permettre au contraire de rentrer en empathie et de se dire je n'en veux pas personnellement à mon parent, parce que je sais et je prends conscience pendant que je fais ce travail de réparation que mon parent il a vraiment fait de son mieux pour satisfaire ses fonctions positives concernant ce qu'il voulait pour moi, et qu'en fait voilà, dans ce qu'il voulait pour moi, ou compte tenu de ce qu'il voulait et compte tenu des ressources qu'il avait. Donc c'est pas un protocole, quand on va aller travailler ça, qui va aller rejeter le parent, parce que du coup au contraire, plus on va aller rejeter le parent, comme le parent fait partie de soi dans notre construction quand on est enfant et donc comme on construit notre identité, plus on va vouloir rejeter le parent, du coup plus on rejette une partie aussi de soi. Donc l'idée, ça va être de réintégrer l'empreinte du parent. C'est pour ça que ça s'appelle la réempreinte. On va réintégrer le modèle parental en le rendant un peu plus sain que là où il pouvait être parfois un peu plus limitant. Donc voilà. Ce qui se passe en psychologie, donc là c'est la psychologie clinique ce que je vais vous dire, mais la PNL s'est beaucoup intéressée à ça, hein, bien sûr, puisqu'à la base la PNL était vraiment des outils de thérapie, hein, avant d'être des outils de coaching, de management, de communication, etc. C'était vraiment un outil de thérapie, la PNL. On parle dans la psychologie du système d'introjection. Alors qu'est-ce que c'est l'introjection? En fait, ils disent c'est même chez le bébé, par exemple, quand il tète le sein de la maman, on dit le bébé, alors Freud disait le bébé quand il introjecte la maman, il veut manger, il veut manger sa mère en fait. C'est-à-dire qu'en tétant le sein, c'est comme s'il avalait la maman. Alors, dit comme ça fait bizarre, on se dit on va manger nos parents, mais en fait, il faut voir la subtilité de ce symbole. En fait, l'idée, c'est que nos parents, ils ont eu des comportements, parfois super et parfois limitants, mais l'enfant, effectivement, il introjecte ses parents, c'est-à-dire que le modèle du parent qu'il a reçu, il l'incorpore à l'intérieur de lui, et c'est le modèle du parent qui va être toujours vivant aujourd'hui. Et donc, par exemple, quand vous avez une personne dans le coaching ou une thérapie, si vous faites de la thérapie psychopratien ou autre, ou vraiment coaching de vie, et que la personne vous parle de son passé et qu'elle vous dit par exemple ma mère était violente avec moi, j'en ai beaucoup souffert, etc. Elle est sur sa ligne de temps, vous êtes en train de reconstruire des événements et la personne vous plaint comme ça a été difficile avec ses parents. Et donc ce que vous voyez, c'est que quand la personne vous raconte les scènes, elle vous dit par exemple et ma mère, bah oui, elle était violente parce qu'elle me secouait comme ça, elle me secouait. Et en fait là vous allez voir l'introjection. Parce que la personne, en fait, n'est pas en train de dire « ma mère, elle me secouait », ce qui est à la place de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Elle est en train de mimer sa mère qui la secoue, et non pas elle qui est en train d'être secouée. Voyez, ce qui nous montre qu'en réalité, la mère qui est en train de secouer sa fille, elle a été introjectée et elle est encore vivante. Elle est vivante dans la personne et donc la personne le joue. Et donc on voit parfois alors toujours pareil en psychologie, hein, on parle du moi, on parle du surmoi. Donc le surmoi c'est ce qui va nous donner des règles, etc. L'analyse transactionnelle c'est les parties qu'on appelle le parent normatif, etc. Enfin, les parties de nous qui vont jouer des rôles d'autorité.
souvent sont des des voix introjectées de nos parents. Parce que c'était nos modèles d'autorité, voyez. Donc je vous donne des exemples. Mais quand par exemple, vous êtes en cours et que pour certains d'entre vous, vous vous mettez la pression de devoir réussir par exemple absolument vite, etc. Ou vous faites une erreur et vous dites ah mais c'est pas vrai, ah mais je suis nul là, mais non mais comment ça se fait que j'ai pas réussi, etc. La voix qui vous persécute, entre guillemets, c'est pas votre voix, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est pas votre voix à vous, c'est une voix d'autorité que vous avez vécue quand vous étiez petit et que vous avez introjectée. Et des fois, quand on écoute bien cette voix qui dit « mais non, mais c'est pas vrai, tu fais pas les choses comme il faut, etc. » La manière dont cette voix nous maltraite, des fois, si vraiment on se met en contact avec cette voix et qu'on dit la petite question « mais c'est la voix de qui ?» Et bien des fois, ça peut être la voix, on peut se dire « tiens, c'est la voix de mon père en fait. » Ou c'est la voix de ma mère, ou c'est la voix d'un professeur que j'ai eu quand j'étais vraiment petit à l'école, un professeur que j'aimais beaucoup, qui me parlait comme ça, ou la voix de mon grand-père, etc. Et en fait, c'est une voix, notre mental, nos pensées reproduisent, ont introjecté à l'intérieur de nous les figures d'autorité et les figures d'attachement. Alors, pour certaines personnes qui n'ont pas vécu quand ils étaient petits avec leurs vrais parents, et qui ont été grandis avec, je ne sais pas, des oncles, des grands-parents ou autres, ça sera en fait les figures d'autorité et d'attachement. Ce n'est pas toujours les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être... Voilà. C'est les premières figures d'autorité et d'attachement qu'on a eues très très tôt dans notre vie. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on va aller changer ces empreintes-là, on va aller ouvrir à des nouveaux modèles, parce que quel que soit ce qui est devenu aujourd'hui la figure d'autorité, ce qui compte, c'est pas tant la vraie réalité, la vraie personne à l'extérieur, ce qui compte, c'est comment on l'a introjecté à l'époque. Et donc, une fois, je vous racontais, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, moi j'avais une personne en coaching qui me disait, mais pourtant, aujourd'hui, mes parents regrettent, parce que quand j'étais petite, ils me donnaient beaucoup d'attention à mon grand frère, par exemple, et puis moi, je ne me regardais pas du tout, etc. Et aujourd'hui, mes parents, vraiment, me disent... j'en avais une personne comme ça, elle me disait mais aujourd'hui ils me le disent, qu'ils regrettent et qu'ils m'aiment et qu'ils ont été maladroits avec moi, mais même si les vrais parents aujourd'hui regrettent et lui disent qu'ils l'aiment, etc., en fait la voix qui continue à se jouer à l'intérieur, c'est pas du tout le parent d'aujourd'hui, hein, c'est le parent tel qu'il était quand la personne elle était petite. Donc en fait l'idée c'est pas forcément de voir une séparation avec les vrais parents qui sont dans la vraie réalité extérieure, mais c'est de faire un travail de réparation sur les figures d'autorité et d'attachement à l'intérieur de soi. Oui. Oui, par exemple, donc si les parents, l'enfant a été en contact avec ses parents, et comme dans mon cas, oui. Et après qui a connu d'autres figures d'attachement, comment ça se... Alors il faut regarder du coup dans la ligne de temps, parce qu'effectivement toi tu étais en contact avec tes vrais parents, puis après c'était d'autres qui ont pris le relais, mais tu avais déjà je crois 7 ans. Donc il faut voir à quel moment par rapport justement, quand tu mets à jour ta ligne de temps, à quel moment la croyance limitante elle est arrivée, parce que dans l'introjection souvent c'est des croyances qui sont des croyances identitaires. Du genre je ne suis pas assez aimable, on ne peut pas m'aimer, ou du genre je ne suis pas assez intelligent, ou je ne suis pas assez ceci, voilà. Et donc dans la ligne de temps, c'est pour ça qu'au préalable, alors dans le protocole de la PNL, ça dit qu'on fait une régression pour retrouver les moments d'origine. Moi comme je le disais, je ne suis pas pour ça quand je vous expliquais la ligne de temps. Je suis plus pour aller vraiment faire une anamnèse avec la personne, réfléchir comment la personne elle a construit son scénario de vie et ce qui l'handicape aujourd'hui, localiser dans sa ligne de temps, du coup, donc là il y a le présent, du coup dans sa ligne de temps, à quel moment du passé la situation problématique elle est arrivée avec les croyances limitantes et quelles étaient justement dans ce passé, donc il y a eu l'enfant qui a vécu les choses difficiles, mais il y a eu d'autres personnes autour. Et dans ces autres personnes autour, qui a été vraiment dans le système moteur pour que l'enfant il tire cette croyance négative. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu à réfléchir avant. Moi les lignes de temps, je les fais toujours avant, je me lance jamais à l'aveugle dans une technique comme ça. Avant, je réfléchis comme ça. Le jour où je sais que je fais une empreinte avec une personne, je sais déjà
à l'avance ce qu'on va traiter comme sujet, et même la personne, on en a déjà parlé, elle en est consciente. Donc voilà, est-ce que c'était d'autres figures d'autorité que tes parents ou pas, ou est-ce que c'était celle d'après, je ne sais pas. Il faudra voir. Alors aussi, dans la réempreinte, parce que dans le protocole, ça va dire qu'on va traiter une situation, un événement, mais des fois, c'est pas juste une situation, c'est en fait, c'était comment était la relation de manière générale, quoi. Alors des fois, il y a vraiment eu un événement marquant, mais des fois, c'était la relation. Ce qui va être intéressant, donc effectivement, on va aller regarder dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous allez à un moment donné vous associer à la ligne de temps, revivre, c'est la partie la moins agréable du protocole, revivre, enfin en tout cas faire revivre un petit peu l'histoire. Rapidement, on rentre pas trop dans des souffrances, c'est pas utile. Juste l'idée de réidentifier bien c'est quoi la croyance limitante, qu'est-ce que tu as tiré comme conclusion, et très rapidement donc aller en état et se dire ok, quelle est la conclusion que j'ai tirée à ce moment-là quand j'étais enfant, et dans le système, comment l'histoire, pour ne pas tirer cette conclusion-là, un petit peu comme un changement d'histoire, comment ça aurait dû se passer pour que l'enfant ne tire pas cette conclusion-là? La différence d'un changement d'histoire, c'est que dans un changement d'histoire, on donne la ressource à l'enfant pour que ce soit lui qui ait la ressource pour changer le système. Mais dans une réempreinte, l'enfant ne peut rien faire parce qu'il y a trop de figures d'autorité autour de lui. Ça vient, la problématique, elle vient non pas d'un manque de ressources de la part de l'enfant, comme dans un changement d'histoire, mais là, dans une réempreinte, le manque de ressources, il est bien dans l'environnement. Et qu'est-ce qui aurait dû se passer? Comment ça aurait dû se passer? Et des fois, donc là c'est vraiment la systémie, et d'ailleurs ça vient beaucoup de Virginia Satir, parce que la PNL a pris comme influence aussi Virginia Satir qui faisait de la thérapie familiale. Et dans toute une famille, Virginia Satir, elle allait regarder qui dans la famille était moteur pour influencer tout le système. Et je crois donc dans le livre Changer ses croyances avec la PNL avec Robert Dills, dans l'exemple que vous lirez, il y a c'est un exemple assez difficile, hein. C'est une personne qui a vécu de par, je ne sais plus si c'est quelqu'un de sa famille ou un ami de sa mère, mais peut-être quelqu'un de sa famille, peut-être le frère à sa mère, je ne sais plus qui. Elle a vécu des attouchements, je crois, ou même un viol, mais en tout cas des attouchements. Et elle en a tiré la conclusion, je ne me rappelle plus exactement, vous relirez le bouquin, mais qu'elle était sale en fait. Et pourquoi elle en a tiré la conclusion qu'elle était quelqu'un de mauvaise et qu'elle était quelqu'un de sale? C'est que en tant que petite fille, au moment où elle a vécu ça, à la fois elle était dans un moment de sa vie où elle découvrait sa sexualité avec une certaine curiosité. Donc elle avait une partie d'elle qui était curieuse de ça et elle y trouvait un certain plaisir, mais tout en étant absolument dégoûtée de ce qu'elle vivait. Et donc il y a eu une empreinte terrible qui s'est créée pour cette personne, parce que plus tard, à la fois elle vivait une culpabilité quand elle retrouvait du désir, donc elle ne pouvait plus avoir une vie sexuelle saine, parce qu'elle était dans la culpabilité quand elle commençait à prendre du plaisir sexuellement, parce que le plaisir était associé à quelque chose de dégoûtant et qui était vraiment pas bien, mais compte tenu de ce qu'elle avait vécu, puisque la pauvre petite fille, elle a vécu des attouchements. Et donc dans la réempreinte, est-ce qu'il fallait aller voir ce qui s'était passé avec la personne qui lui faisait les attouchements malgré elle? Et bien en fait, dans le système, au niveau de la réempreinte, c'était avec la mère. Donc c'est pour ça qu'il faut aller regarder vraiment le système. Pourquoi avec la mère? Parce que la mère savait que cette personne était potentiellement dangereuse, parce que je crois, je ne me rappelle plus exactement, mais la mère, elle aussi, quand elle avait été petite, elle savait que cet homme, il était dangereux et qu'il pouvait faire des attouchements sur les enfants. Et la mère, ayant conscience du danger, a fait comme si elle ne savait rien et elle a laissé sa fille toute seule avec cet homme. Elle n'a pas protégé sa petite fille. Et en plus, je crois, je ne sais plus, mais dans l'histoire, genre quand la petite fille elle essaye de lui en parler, donc elle ne veut plus être en contact avec sa mère, la mère ne l'écoute pas, elle lui dit non, c'est lui qui va te garder, voilà. Donc dans la réempreinte, elle est faite sur la mère, pour que la mère, elle apprenne à protéger sa fille et ne pas la mettre en danger avec cet homme.
Et je crois qu'il explique Robert Dills dans le bouquin, la réempreinte, c'est qu'à un moment donné, donc, la mère doit avoir la ressource de la protection et d'avoir la ressource d'expliquer à la petite fille, quand la petite fille commence à s'ouvrir à la sexualité, à être curieuse, etc., de dire à la petite fille, oui, c'est tout à fait normal, tu es en train de t'éveiller à ça, mais tu sais, il y a des choses qui sont des plaisirs pour les adultes, et il y a d'autres plaisirs qui sont pour les enfants, mais quand tu es enfant, c'est pas encore l'heure d'aller faire des plaisirs avec d'autres adultes, c'est que pour les adultes. Enfin, elle lui explique et elle protège la petite fille de ne pas la mettre en contact avec l'homme qui est dangereux. Et du coup, la réempreinte se joue. Donc, la réempreinte, elle n'était pas à donner à l'homme, elle était à donner à la mère parce que c'était à la mère de protéger son enfant. Vous voyez? D'accord. Et si dans la même histoire, il n'y a pas l'histoire de la mère, enfin, est-ce que c'est quand même écologique de donner justement la ressource au violeur? Ouais. Ben oui. C'est vrai que c'est toujours délicat, hein, parce que du coup, ce qui est délicat, c'est de se dire c'est quoi la fonction positive en plus du violeur, etc. Mais du coup, dans l'idée de la PNL, c'est toujours d'aller voir, la personne a des comportements, mais au-delà des comportements, il y a toujours une fonction positive pour la personne qui exerce, parce que le violeur en lui-même, c'est certainement quelqu'un qui a vécu des choses dans sa vie, qui l'ont amené à ces travers-là, et du coup, cette personne n'a pas développé des ressources saines, et cet individu est devenu dangereux. Et effectivement, pour amener vraiment un travail de réparation, c'est aussi d'aller amener la personne à pouvoir rentrer, ce qui est compliqué, hein, mais en compréhension du manque de ressources de son violeur, et d'aller apporter justement une ressource qui fait qu'il n'aura pas eu ces comportements dangereux, quoi. Il aurait fait autrement. Et du coup, oui, pour revenir sur la petite fille, en expliquant à la petite fille, tu sais, c'est normal d'avoir du plaisir, mais ça, sur les plaisirs, c'est de la sexualité, c'est des plaisirs qui sont des plaisirs d'adultes. Et toi, tu auras bien le temps dans ta vie de découvrir ça, mais pour l'instant, tu es encore une petite fille, ce n'est pas le temps pour toi, mais tu auras bien le temps de le découvrir plus tard et tu verras, ça sera super. Quand elle est adulte, et ben du coup, elle a les pleines autorisations de vivre sa sexualité de manière épanouie parce qu'elle n'a pas la culpabilité qu'elle est en train de faire un truc de sale et que c'est pas normal et que c'est pas bien. Vous voyez ? C'est vraiment de remettre les choses vraiment voilà, dans les cadres. Alors, je donne cet exemple difficile. En même temps, vous allez voir, vous allez avoir des gens que vous allez accompagner qui amènent des sujets comme ça. Donc je sais que c'est compliqué, moi j'ai beaucoup d'empathie à chaque fois, ça me heurte, mais en même temps je me dis c'est chouette qu'on puisse accompagner des personnes à pouvoir réparer des blessures comme ça. Il faut être un minimum, alors pas je dirais complètement à l'aise bien sûr, mais il faut vraiment se dire ok, je peux être ouvert à entendre les personnes raconter des choses très difficiles comme ça, parce que quand je vais me lancer dans l'accompagnement, et ça a été moi ma grande découverte quand je me suis lancée dans le coaching et l'accompagnement, parce que moi heureusement j'ai pas eu de choses comme ça dans ma vie, j'ai eu des choses difficiles mais pas de cet ordre-là. Mais vous allez bloquer la récurrence, mais c'est hyper fréquent en fait. C'est hyper, des problèmes d'ACS et tout. Vous allez en avoir à l'appel. C'est hyper fréquent. Et, pardon. Oui, vas-y. Pour aller dans ton sens par rapport à qui donner les ressources, j'ai eu le cas aussi, donc pareil, d'une personne qui a subi un attouchement dans un cadre complètement, dans une cage d'escalier en fait, toute petite, je crois qu'elle avait 4 ans, et qui en allant voir sa mère, en lui racontant les faits, sa maman lui a dit va jouer dehors, et donc la laisser complètement toute seule en insécurité alors qu'elle aurait eu besoin à ce moment-là d'être sécurisée parce qu'elle ne voulait pas que sa fille soit là quand elle appelle les gendarmes pour leur dire ce qui s'était passé en fait. Ah, c'était la mère oui. savait ce qui s'est passé, elle a quand même non, mais sa fille. En fait, la petite fille est venue lui raconter tiens, il y a ça qui vient de se produire. Okay. Donc la mère a voulu appeler la police mais ne voulait pas que sa fille entende, ne voulait pas stresser sa fille, donc elle lui a dit va jouer dehors. Ah oui, donc elle a encore rien sécurisé. Retourne dehors toute seule, et puis pendant ce temps-là, elle a appelé la gendarme, donc la petite fille s'est sentie en insécurité. En fait, c'est ça l'empreinte qu'elle a gardée, c'était cette insécurité-là. Voilà. Et malgré mes appels à l'aide. C'est ça. Et finalement, c'était pas la ressource, c'était pas à donner à la personne qui lui a fait des attouchements en question, parce que, c'est pas ça qui l'a traumatisée.
c'est plus La mère qui n'a pas sécurisé Ouais. tout de suite l'enfant, l'a pas pris dans ses bras, ne l'a pas Voilà. rassuré, qui a stigmatisé quelque chose chez cette personne en fait. Et je trouve que le truc de dire là les ressources de la personne, je trouve que c'est d'autant plus vrai. Là, si par exemple on n'a plus accès à son parent ou à la personne, que ça peut tout venir de l'intérieur, ça c'est, je trouve assez intéressant de dire que finalement on a le pouvoir à l'intérieur de nous sur plein de trucs, quoi. Même si c'est aussi. S'il n'y a pas d'échelle de. Mais voilà, ça c'est quand même un truc assez violent quand même. Et ce qui vient nous challenger, nous, dans notre posture vraiment d'accompagnant dans la conduite au changement humain, parce que c'est facile, je dirais, d'avoir des présupposés, la PNL, la belle philosophie, de se dire une personne fait les meilleurs choix parmi ceux qui lui sont possibles, tout comportement a une fonction positive, etc. Des belles philosophies humaines. Mais quand sur le terrain, vous rencontrez des gens qui ont vécu de l'inceste, du viol, etc., d'arriver à garder la vision humaniste dans nos accompagnements et de se dire mais le mec qui viole c'est des comportements, mais derrière il y a certainement un être humain qui a souffert dans sa vie et qui en est arrivé à commettre des viols ou d'aller battre ses enfants, des comportements horribles, et soi-même de se dire ce sont des comportements, mais derrière les comportements il y a un humain qui certainement a souffert, et d'arriver, je dirais, à garder un petit peu le cœur ouvert à l'être humain qui est derrière, plus qu'à ses comportements. Et d'ailleurs, vous allez avoir des fois des gens qui vont venir consulter, et moi je les adore ces clients-là, parce que je me dis, waouh, un client qui va venir et qui va dire, moi j'ai un problème, je suis violent avec mes enfants, et je les bats par exemple, ou je bats ma femme. Ben moi je me dis, mais chapeau quoi, la personne elle vient consulter, elle est consciente qu'elle est en train de faire du dégât autour d'elle, et elle vient consulter. Mais franchement, respect total, quoi. Et bien ces gens-là, il y a des gens que vous allez rencontrer dans votre vie qui vont vous heurter, quoi. Parce que les comportements, et c'est normal, ils vont complètement venir vous heurter au niveau de vos valeurs, mais c'est comment on reste, nous, dans notre posture d'accompagnant, dans une éthique humaniste, d'aller voir la personne, l'être humain, au-delà de ses comportements, pour aller justement l'accompagner avec bienveillance et accompagner à la réparation. Parce que tant qu'on est dans la philosophie humaniste, tant qu'on est dans l'exclusion de la personne, mais même pour les gens qui ont vécu des traumas ou des choses difficiles, tant qu'on exclut les gens qui nous ont fait du mal et qu'on les exclut de nous, on continue à ne pas réparer. Parce que, d'ailleurs, dans certaines tâches métaphoriques, il y a des thérapies qui disent t'as qu'à prendre le symbole de ton père ou de je sais pas qui, ou de ce qui s'est passé, et puis tu le déchires, tu le brûles, tu l'enterres, etc. C'est pas réparateur. Parce que ce qui est réparateur, c'est de pouvoir digérer l'expérience, la garder à l'intérieur de soi et pouvoir le transcender, la résilience que parle beaucoup Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur la résilience. C'est compte tenu des expériences vécues, comment je les transcende et je les garde. Je me les suis appropriées, elles font partie de mon bagage, elles font partie de mon histoire, et c'est à travers ces expériences-là, même si elles ont été extrêmement douloureuses, que je suis devenue la belle personne que je suis aujourd'hui. Alors bien évidemment, dans le meilleur des mondes, si on avait pu éviter, ça aurait été mieux, mais vu que ça fait partie de l'histoire de toute façon, et que ça a été là à un moment donné dans notre vie, ces événements douloureux, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut en retirer de positif sur la personne qui est devenue qui nous sommes aujourd'hui. Parce que tant qu'on rejette notre histoire, notre passé, et qu'on ne veut pas en entendre parler et qu'on continue à le condamner, alors bon, bien la différence, on condamne bien sûr les comportements, mais tant qu'on ne porte pas une autre vision sur ce qu'on a vécu, à comprendre peut-être que les personnes en face, elles n'avaient pas les ressources, qu'elles avaient certainement des fonctions positives et que c'était malheureusement tragique dans la manière dont ça s'est vécu, mais qu'on a pu se reconstruire avec ça différemment, tant qu'on n'a pas fait la paix avec soi-même, avec notre passé et avec les personnes qu'on a vues vécues dans notre passé, qu'on n'a pas fait la paix, il n'y aura rien qui sera réparé. Et ce qui n'empêche pas de pouvoir mener, par exemple, s'il y a besoin de réparation au niveau de la justice, un procès, avec une condamnation, etc., ça n'empêche pas. Mais la démarche
La personne, elle n'est pas dans une démarche de souffrance. Parce que pour de vrai, un procès, une condamnation, ça ne va rien réparer. Une vengeance, ça ne réparera rien à l'intérieur de soi. Ce qui va réparer, c'est le travail qu'on va faire à l'intérieur de soi. Mais ça n'empêche pas que justice se fasse quand même. Et la personne, même si, ok, elle n'avait pas les ressources, ok, elle avait peut-être des fonctions positives, etc., ça n'empêche pas qu'elle est responsable de ses actes et que, sur un plan juridique aussi, qu'elle doit assumer les conséquences de ses actes et aussi apporter une réparation financière. Ça n'empêche pas. Oui. C'est pour ça que hier, quand tu disais à un moment donné que j'étais clivée, je n'étais pas vraiment d'accord avec toi parce que justement, moi j'ai réussi à faire ce travail de résilience où j'ai compris que derrière ce qu'on m'avait fait, en fait, il y avait de la souffrance aussi par rapport à ma tante qui m'a fait ça, parce qu'elle-même, elle a vécu, tu vois, donc en fait, quand j'ai compris ça, j'ai dit, bon, c'est vrai, c'est... Alors du coup, tu n'as peut-être pas compris quand j'ai dit ça, le contexte dans lequel je le disais. Peut-être, alors je ne sais pas. En fait, je le disais par rapport au fait, quand toi-même tu verbalises, hier tu dis je suis devenue une autre personne, parce qu'avant j'étais une petite fille forte, pleine d'entrain, et aujourd'hui je suis devenue une autre personne qui n'a plus cette force-là. Et bien dans ce cas-là, c'est une forme de clivage par rapport à la petite fille qui a tellement souffert et qui avait toutes ces belles qualités, qui fait que plus tard, la partie adulte, elle n'a plus été en contact avec la petite fille et elle a plus pu vivre en manifestant les qualités de la petite fille, parce que la petite fille, elle était un peu clivée, c'est-à-dire elle avait été un peu, de par cette souffrance, mise de côté, tu vois. Et c'était, je pensais que tu disais en fait, parce que comme si en fait je laissais l'histoire de côté parce que je ne veux pas voir en fait. Non, c'est dans le sens que tu n'arrivais plus à être en contact avec la petite fille. Et d'ailleurs, quand on a fait l'exercice et que la petite fille, tu sais, il fallait la prendre dans les bras, tu avais du mal, tu rentres en contact avec elle, mais vraiment de faire le geste, de la reprendre dans les bras, c'était un peu plus compliqué pour toi, chose que, comme je te disais hier, je respecte totalement. Mais ce qui montre qu'il y a eu vraiment une distance, mais parce que la petite fille, elle est vachement en souffrance, tu vois. Donc il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place pour laisser éloigner cette souffrance et pas être en contact avec. Et donc reprendre toutes les qualités de la petite fille, c'est aussi se reconnecter à la souffrance du coup de la petite fille, de ce qu'elle a vécu, parce que dans les mots que tu employais, voilà, tu disais qu'elle avait été détruite, hein, donc les mots étaient forts. Donc du coup, c'est aussi se remettre en contact avec ça. Et le clivage, c'est vraiment ce truc, je tiens à distance de moi cette part qui est douloureuse. Et pour résoudre ça, ça va être justement d'apporter beaucoup d'empathie et de réparation à la partie pour pouvoir reprendre contact. Mais du coup, la dissociation, le clivage permet de tenir éloigné la distance, quoi. Est-ce que du coup mon propos est mieux compris? Parce qu'en fait, je pensais que c'était, oui, on ne veut pas voir l'histoire, on ne veut pas... Mais tu fais bien d'y revenir dessus, parce que des fois, voilà, ça peut être mal interprété. Donc, il y a une différence entre l'acceptation et la résilience. Alors oui, il y a une différence, parce que l'acceptation, ça peut être de se dire « Ok, j'accepte que dans ma vie, j'ai vécu ce truc, et ok, je l'ai accepté, tu vois. » La résilience, ça va plus loin, parce que la résilience, c'est de retrouver un état de fonctionnement qui est quasiment identique, voire mieux, qu'avant la situation que j'ai rencontrée qui est difficile. Et du coup, d'en faire une force. Tu vois, et de se dire ok, j'ai vécu ça, et en même temps le fait d'avoir vécu ça m'a permis de devenir la belle personne que je suis aujourd'hui. Et là, c'est plus que de l'acceptation, c'est de la résilience, parce que tu te sers de ton vécu comme étant quelque chose qui t'a apporté quelque chose de positif. Il y a un poète, tu le bonifies. Tu le bonifies. Il y a un poète que j'aime beaucoup du 18e, 19e siècle, je ne sais plus quelle époque, mais c'est Baudelaire. Et Baudelaire, il a écrit un livre, le recueil de poésie qui s'appelait Les fleurs du mal. Et j'adore cette phrase, les fleurs du mal. Parce que ça veut dire j'ai vécu quelque chose de douloureux, mais j'en ai tiré des fleurs. Et d'ailleurs, même dans la nature nous le montre, parce que quand il y a eu par exemple un incendie où tout a été détruit, il faut savoir que le sol
du coup, devient hyper fertile, encore plus fertile qu'avant qu'il y ait eu un incendie, par exemple, dessus. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que parfois, dans des processus douloureux de destruction, ça permet aussi de recréer quelque chose qui est vraiment de l'ordre du renouveau. D'avoir cette vision-là, je trouve que en tout temps au niveau logique sur la vision du monde, l'aspect spiritualité, etc., c'est hyper aidant. Alors, quand on est au milieu de l'incendie, voilà, c'est difficile de se le dire. Mais à un moment donné, après, pour se reconstruire, c'est bien aussi d'avoir des visions comme ça qui sont plus aidantes. Alors, donc la réempreinte. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on va aller dans le passé, on va aller regarder en méta, compte tenu de la croyance qui a été tirée, on va analyser vraiment le système et on va aller visiter dans ce système quelles sont les fonctions positives que les personnes avaient dans le système, et notamment, alors vous pouvez le faire sur plusieurs personnes, mais notamment la personne majeure dans le système, c'est-à-dire la personne la plus importante qui impactait tout le système. Sinon, vous êtes obligé de le faire à chaque personne. Mais des fois, il faut le faire sur plusieurs personnes. Parce que des fois, il manque des ressources aux 2 parents ou à plusieurs personnes. Ok, quand on a identifié quelles étaient les fonctions positives, on va identifier de quelles ressources le parent ou la figure d'autorité, d'attachement aurait eu besoin d'avoir pour satisfaire quand même la fonction positive, parce qu'il ne s'agit pas de lui donner une ressource et puis qu'on ne tient pas en compte la fonction positive. C'est un peu comme dans le modèle des parties, le recadrage en 6 points. On cherche, on garde les fonctions positives, on apporte des ressources, des stratégies différentes. Donc, quelle est la ressource que la personne elle aurait dû avoir pour satisfaire quand même sa fonction positive avec des comportements autres? Et on va aller chercher dans l'histoire de vie de la personne, où est-ce que vous, dans votre histoire, enfin si vous le faites pour vous ou votre client, où est-ce que votre client il a eu la ressource dans son histoire de vie, et de la même manière que le changement d'histoire, vous allez associer votre client donc à un moment de sa vie où il a vraiment eu la ressource, et il va aller ensuite transférer la ressource qui permet bien de remplir la fonction positive quand même, à la personne du système qui était concernée. Donc vous pouvez le faire, ce même travail, sur chacune des personnes qui sont concernées. Des fois ça peut être une personne, et c'est vrai que parfois c'est un protocole un peu long, parce que des fois on peut le faire à différentes personnes et avec différentes ressources. Il y a c'est peut-être pas toujours la même. Ça peut être différentes ressources. Voyez. Donc il faut faire un petit peu ces allers-retours entre comment la scène aurait dû se passer de manière idéale, quelles sont les fonctions positives de chaque personne et quelles sont les ressources qu'elle a eu besoin. Et on va sur la ligne de temps aller transmettre les ressources. On va finir le protocole comme un changement d'histoire et on va remonter le temps un tout petit peu avant que la scène elle ait eu lieu. Et on va dire l'enfant, quelle est la ressource et quelle est la croyance. On va aussi donner de la ressource à l'enfant. Quelles sont les ressources et les croyances qu'on aurait aimé lui transmettre à cet enfant, qui sont vraiment des croyances différentes. Et pareil, on va aller trouver dans la ligne de temps un moment donné ou dans l'histoire de la personne, il y a eu un événement où il y avait la ressource, et on va aussi la transmettre à l'enfant. Et ensuite, on va donc rejouer la scène, baigner de toutes ces ressources. On va rejouer la scène. Alors les ressources, vous allez les ancrer, vous faites un ancrage, par exemple un ancrage sur l'épaule, un ancrage kinesthésique pour transmettre, et toutes les ressources, vous les ancrez toutes au même endroit. Ce qui veut dire que quand vous rejouez la scène ici, en fait ça va être avec l'ancrage simultané de l'ensemble des ressources, l'enfant va revivre la scène. Et quand il revit la scène, il revit vraiment la scène avec les figures d'autorité dans les comportements magnifiques, idéaux, sécurisant, soutenant, encourageant qu'il aurait dû avoir, plus des croyances extrêmement mobilisantes qu'il avait déjà, donc qui se renforcent. Donc là, la scène se rejoue. Quelle différence avec un changement d'histoire? Quand on remonte ensuite la ligne de temps, dans le changement d'histoire, on rechange les situations à chaque fois. Là, on ne va pas changer les situations. Quand on va remonter, on va voir
qu'il y a eu des situations où la personne elle aurait pu avoir ce type de croyance limitante et que dans sa vie elle a mal vécu des situations compte tenu qu'elle les percevait de manière limitante. Là, les situations seront les mêmes plus tard, sauf qu'il y aura une empreinte différente au niveau du système de croyance qui permettra de vivre les expériences de manière totalement différente en termes de perception. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la personne sait que même si dans sa vie, elle est face à ce même type de déclencheur, ça ne va pas venir l'appuyer sur la blessure parce qu'elle voit les choses. La personne, elle a intégré qu'en fait, elle peut avoir des croyances différentes compte tenu du travail qu'on a fait précédemment. Ça va, vous me suivez? Donc en fait, l'idée ici, ça ne sera pas de changer les événements, mais de les réévaluer compte tenu de la nouvelle croyance. Puisque ça fait vraiment penser à Bowlby sur les figures de l'attachement. Vous savez, je vous en avais un petit peu parlé, les attachements sécures, les attachements non sécures. Si l'enfant a eu dans sa vie un attachement vraiment sécure, peu importe que plus tard dans sa vie, il rencontre des partenaires ou des gens qui seront peut-être eux insécures, à partir du moment où l'enfant il a grandi lui-même avec un socle sécure, il ne va pas être blessé, il va dire « Oh là là, bah, ça lui appartient, hein. C'est pas contre moi, hein. C'est lui qui visiblement a un problème. » quoi. Donc, bon, je comprends, la personne elle n'a pas les ressources, je vois, je ne vais pas m'affoler ou je vais peut-être relationner avec d'autres personnes, mais en tout cas, je ne vais pas le vivre mal. C'est parce que soi-même on n'a pas vécu avec les ressources que quand on rencontre des gens qui eux-mêmes sont insécures, ça vient complètement nous réactiver. Mais en fait, c'est qui est réactivé? C'est l'enfant qui a vécu de l'insécurité. Donc si l'enfant, l'idée dans la empreinte, il a une empreinte très sécure dans sa construction, même si plus tard dans sa vie, il rencontre des situations insécures, il ne va pas les vivre de la même manière, il n'en tirera pas les mêmes conclusions. Il aura conscience que ça appartient à l'autre, mais que ce n'est pas contre lui, qu'il n'est pas ni rejeté, ni abandonné, ni, vous voyez, que c'est, en fait, c'est l'autre, quoi. Donc voilà pour les grandes lignes du protocole en global, pour vraiment la structure, la compréhension. Après, on va le relire ensemble, et puis vous faire une démo. Ça va ?